Sur ce plateau, avec nous 3 sénateurs et sénatrices, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Lavarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice des Hauts-de-Seine et membre du groupe LR au Sénat. On vous a entendu tout à l'heure interpeller le gouvernement, la ministre autour de la COP29. À côté de vous, Franck Dersin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Union centriste, Horizon du Nord. Et enfin, sur ce plateau, Alexandre Wizy, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste de l'Oise. Pour commencer, votre réaction, Christine Lavarde notamment, la ministre répondait à votre question. Elle a annoncé, contrairement à ce qu'elle disait la semaine passée, qu'elle ne se rendrait pas à Bakou, en Azerbaïdjan, où se tient la COP29. J'imagine que c'est un grand motif de satisfaction pour vous ? Alors c'est un motif de satisfaction parce qu'aujourd'hui, je pense que le président Aliyev a été beaucoup trop loin dans les propos qu'il a tenus à l'encontre de la France et de l'Union européenne. On va rappeler ses propos, pardon. Il a dit notamment que le régime du président Macron a tué 13 personnes et blessé 169 personnes pendant les légitimes protestations du peuple kanak en Nouvelle-Calédonie, notamment une attaque directe sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Je vous laisse poursuivre. Mais au-delà du régime du président Aliyev et de tout le fonctionnement qui en découle, le fonctionnement de la compagnie nationale pétrolière et de toutes les ramifications et actions diverses et variées qu'elle mène sur le territoire azéri, mais surtout en dehors du territoire azéri. Ce qui est dommage, c'est que ce sujet, en fait, élude quand même l'enjeu, qui était le contenu des discussions de la COP 29, alors même qu'aujourd'hui, on est à un tournant. C'est-à-dire que si l'ensemble des pays présents à cette COP ne révisent pas leurs objectifs, il sera impossible de tenir l'accord de Paris. Donc on est là quand même à un tournant en matière de politique climatique. Ce qu'on peut regretter tous, c'est le choix qui a été fait par les Nations Unies d'organiser la COP à Bakou. Alors après, c'est une organisation tournante et il s'avère que cette fois-ci... Après les Émirats Arabes Unis aussi. Oui, mais dans les Émirats Arabes Unis, on pourrait dire effectivement COP tenue dans un pays pétrolier, mais il y avait quand même un portage politique très différent du portage politique qui est fait aujourd'hui par le président Aliyev. Il y a eu des avancées qui ont été faites dans la COP précédente et là on était vraiment face à un tournant. Et après c'est la règle géographique, ça devait arriver en Europe de l'Est, 3 pays candidats, il me semble que c'est la Russie qui a mis un veto sur 2 pays, donc il est resté plus que l'Azerbaïdjan pour accueillir la COP. D'ailleurs c'est un peu cocasse, mais la COP elle se tient dans un stade de foot qui a été financé par la compagnie pétrolière. C'est la compagnie pétrolière qui finance les délégations. Donc on voit bien, et mais c'est aussi l'organisation économique de l'Azerbaïdjan. Sans le pétrole et sans le gaz, ils sont rien. Bon, il y a tous ces symboles qui sont quand même extrêmement négatifs en termes de droits de l'homme, sur la puissance que c'est au niveau du gaz, au niveau du pétrole. Ça pose quand même énormément de problèmes. Et en plus, ce que disait Christine Lavarde, finalement, on a le débat sur le lieu où se tient la COP, mais plus sur les enjeux de la COP. C'est quand même vraiment problématique, Alexandre Wizy, alors qu'il y a une urgence. Oui, mais bien sûr, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. En effet, vous avez, ça a été rappelé il y a quelques instants, un président qui ouvre la COP en disant « le pétrole est une bénédiction de Dieu ». Je sais pas très bien ce que Dieu vient faire là-dedans. En fait, la COP, c'est déjà le lieu où il y a une réflexion scientifique sur l'état de la planète, l'état du climat, la trajectoire pour rétablir les choses. Et en effet, on est face à un tournant. Je rappelle que le coût de l'inaction écologique, économique, on est à prévalence, est absolument colossal. Et donc, en effet, tous ces enjeux sont effacés. Et le choix du territoire de l'Azérie, de l'Azerbaïdjan, en effet, aujourd'hui, on peut se poser la question de ce qui s'est passé au niveau des Nations Unies. Et en effet, c'est un mauvais choix parce qu'on ne parle pas du fond du dossier qui est crucial pour l'avenir de la planète. Donc, je comprends et je trouve tout à fait normal que la ministre de l'écologie ne se rende pas là-bas, mais on est quand même face à des enjeux décisifs. Et c'est pour ça ce qu'elle a aussi dit, que les négociations vont quand même continuer sur place. Voilà. Les négociations vont se poursuivre. Ce n'est pas un boycott, c'est une absence qui est symbolique. Exactement. Quelle crédibilité pour cette COP29, Franck Dersin ? Vous savez, si on veut savoir ce que c'est qu'une démocratie à Bakou, il faut aller en Azerbaïdjan, si j'ose ce jeu de mots. Le président Aliyev, c'est le petit télégraphiste de Poutine. Il fait le sale boulot que Poutine n'a pas envie de faire contre la France et il attaque la France dans ses territoires d'outre-mer alors que lui-même a servi son peuple, va même jusqu'à tuer des militants, des opposants à Mulhouse. On l'a vu en France. C'est digne de ce que l'Iran a pu faire. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est encore une nouvelle erreur de l'ONU. Je veux dire, après avoir été serré la main de Poutine il y a encore quelques jours, d'avoir choisi
ce type de pays, c'était forcément prendre le risque, je dirais, que la question essentielle de l'environnement soit un peu effacée face, je dirais, au comportement d'un dictateur. Donc je souhaite la réussite évidemment de cette COP. Elle est essentielle pour le monde. Mais ce discours qui doit, je dirais, se répandre au niveau international est largement terni. D'abord par ce que dit le président Aliyev, mais aussi parce que est en train de dire déjà l'entourage de Monsieur Trump aux États-Unis. Oui, on peut déplorer ce contexte international où les questions environnementales, on peut le craindre, vont être en recul avec l'élection de Donald Trump. Vous avez tous également signé cette tribune, cet appel de plus de 600 parlementaires français, Ursula von der Leyen, sur le Mercosur. Vous êtes tous opposés, pas tous pour les mêmes raisons, mais il y a notamment la raison environnementale à l'intérieur de ce sujet, Alexandre Wizy. Ah oui, mais c'est un sujet qu'il y a qu'on a aussi eu au Sénat sur le CETA, si vous voulez, quand on a repoussé le CETA au cours de l'année qui vient de s'écouler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la question que ces traités de commerce qui procurent des micro-points de croissance et qui déstabilisent des filières entières, génèrent du trafic transatlantique, génèrent du trafic en plus dans des filières où il n'y a pas de clause miroir, où donc vous mettez en concurrence une agriculture européenne, française, à laquelle vous demandez les meilleurs standards environnementaux, avec des pays qui sont pas aux meilleurs standards environnementaux. Je prends un exemple issu du CETA pour bien faire comprendre. Dans la filière bovine, en France, on a une politique très stricte sur la question des antibiotiques. Au Canada, ils n'ont pas la même stratégie sur les antibiotiques, donc ils donnent des antibiotiques de manière préventive, parce que ça fait grossir les bovins de manière plus rapide. Vous voyez, quand on a une politique d'antibiorésistance pour lutter contre l'antibiorésistance en France sur la filière bovine et qu'au Canada, de manière déloyale, il n'y a pas la même stratégie, forcément vous mettez les agriculteurs français en difficulté. Donc dans ces traités-là, la manière dont ils sont conçus aujourd'hui, ce n'est pas possible pour l'économie française et pour notamment l'agriculture française. Le problème du traité sur le Mercosur, c'est Franck Dersin, que ce traité, il a aussi ses adeptes en Europe. On voit l'Allemagne, on voit l'Italie, on voit donc aujourd'hui Michel Barnier qui est parti en discuter avec Ursula von der Leyen, mais que pèse la France par rapport à un certain nombre de voisins européens qui y sont favorables, et notamment pour des raisons économiques. Alors moi je ne mettrai pas, comme M. Wizy, tous les accords sur le même plan, sur le même plan. Le CETA ou le Mercosur. Le CETA n'a rien à voir avec Mercosur. Sur le Mercosur, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est scandaleux, qu'il ne faut surtout pas le signer, qu'il est mauvais pour la France. Alors pourquoi l'Allemagne, qui une fois de plus, je dirais, là-dessus s'oppose à la France, avec von der Leyen, qui d'ailleurs a tout fait pour que notre commissaire européen sorte et qu'on choisisse un autre. Parce que, si vous voulez, dans ce contrat-là, c'est effectivement des échanges d'agriculture très mauvais pour la France, mais je dirais des faveurs pour tous les constructeurs automobiles allemands qui, vous le savez, avec Volkswagen et les autres, BMW, Mercedes, sont en très mauvaise posture. Donc là aussi, c'est... Donc on a du mal à parler d'une voix unie en Europe sur ce sujet. Malheureusement, mais avec une Allemagne aussi qui est l'un des grands malades de la Communauté européenne aujourd'hui, pays sur lequel il n'y a plus aucune majorité et qui va droit vers des élections législatives partielles. Christine Lavarde, les conditions, elles ne sont pas réunies effectivement sur le Mercosur aujourd'hui, mais que pouvons-nous faire ? Mais que pouvons-nous faire ? Enfin, je pense qu'au-delà des questions du Mercosur, si jamais demain on veut rétablir des règles commerciales équitables entre nos producteurs français et européens et les producteurs tiers, c'est d'appliquer de manière opérationnelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, puisque aujourd'hui nous imposons, en tout cas nous demandons, quand nous avons une production locale en France, effectivement, le coût du travail est plus élevé parce que les droits sociaux des travailleurs sont aussi plus importants. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à avoir une compétitivité prix ? C'est parce que loin, en Chine, en Inde, au Bangladesh, et je pourrais faire une liste très longue de pays, on ne respecte pas les droits humains, on ne respecte pas les droits de l'environnement. Alors certes, la directive européenne devoir de vigilance va imposer aux entreprises de connaître la chaîne de responsabilité de l'ensemble de leurs sous-traitants, mais on voit bien qu'il y a un moment où à l'impossible nul n'est tenu
Et qui pourra s'assurer que le 15e sous-traitant respecte bien les droits humains et les droits environnementaux quand il apporte une pièce pour un véhicule, par exemple, automobile. Donc, regardons vraiment le bilan carbone de chaque produit qui arrive en France. Alors là, je suis obligée de le reconnaître aussi, ça va augmenter facialement le coût d'un grand nombre de produits. Oui. Les jouets à bas coût produits en Chine, non, ils auront le prix des jouets produits dans le Jura. Donc on consommera peut-être un peu moins de biens, mais on consommera certainement mieux pour la planète. Plus de valeur sur le territoire européen. C'est un sujet aussi qui peut alimenter, on l'a entendu, la colère des agriculteurs. La FNSEA propose déjà une mobilisation qui doit commencer le 18 novembre. On peut craindre aussi cette mobilisation qui a tellement déjà marqué l'hiver dernier. C'est sûr que de toute manière, regardons les choses un peu largement. Le pays est dans une situation extrêmement difficile. Vous avez cette question sur les agriculteurs avec le traité Mercosur. Vous avez aujourd'hui dans nos usines un vrai, les plans sociaux, les faillites. Exactement. On est à la veille. On a quand même le ministre de l'Industrie qui, à une question d'une de vos collègues journalistes, n'a pas été capable de dire s'il y aurait plus ou moins 100 000 emplois industriels détruits sur le territoire national dans les prochaines semaines, et les prochains mois. Donc, on a des enjeux énormes devant nous. Donc, le sujet, en effet, c'est de prendre les choses telles qu'elles viennent, de traiter les sujets les uns derrière les autres. Et sur le Mercosur, on peut pas laisser passer. La France a quand même un poids en Europe, même si en Europe les choses sont aussi difficiles. Aujourd'hui, même au Parlement européen, il y a une question sur ce que va être la majorité. Je sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer. Il y a quand même aujourd'hui entre le groupe sociodémocrate et la droite, ça chancelle. Donc il y a la crise politique en Allemagne. Donc on est vraiment à un moment charnière dans l'histoire du continent européen. Je le pense sérieusement. Oui, vraiment. Mais c'est le problème Mercosur, il est pas en France. Je crois qu'on est très largement majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat pour dire non au Mercosur. Le problème, il est à Bruxelles et il est dans le comportement de certains à Bruxelles qui veulent faire un coup de force et passer sans l'accord unanime des pays et en refusant un vote des députés européens qui seraient largement, contre le Mercosur. Allez, on poursuit à décrypter l'actualité, notamment l'actualité au Sénat, qui est une actualité cette semaine très budgétaire. On va commencer par parler du budget de la sécurité sociale, puisque le sujet des retraites a occupé tout le début de cette semaine. Rappelons que lundi, Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, a annoncé que les retraites seraient partiellement revalorisées en janvier, à hauteur de la moitié de l'inflation pour tous les retraités, puis qu'il y aurait une deuxième revalorisation en juillet pour les retraites inférieures au SMIC. Ce sujet des retraites, il était au cœur de la conférence de presse qui s'est tenue tout à l'heure au Sénat. Regardez. On a trouvé finalement un équilibre entre la nécessité de faire en sorte que les retraités puissent participer à l'effort collectif demandé, mais tout en sécurisant, tout en préservant les petites retraites. On a d'ailleurs un débat pour définir quel était le niveau des petites retraites. Nous l'avons fixé au niveau du SMIC. On a considéré qu'il était plus difficile pour des personnes qui ont des petites retraites, qui ont parfois du mal, dans un contexte inflationniste, à finir la fin du mois, de participer plus fortement. Donc on a souhaité préserver ces petites retraites. Alors déjà sur le fond, Franck Dersin, est-ce que vous êtes favorable à cet arbitrage qui semble avoir été rendu, une revalorisation de toutes les retraites, mais à hauteur de la moitié de l'inflation et dès le mois de janvier, alors que je rappelle, l'une des pistes, c'était un report de 6 mois, mais pour avoir une revalorisation complète? Oui, je pense que c'est une bonne décision. Le ministre l'a dit. Je pense que là, on est là aussi globalement tous d'accord. Je pense que les retraités les plus riches peuvent faire un effort. Alors, tout le monde va être revalorisé de 0,9% dans un premier temps, mais il y aura une seconde revalorisation qui ira plutôt vers les retraités qui ont les plus bas revenus, et c'est une très bonne chose. Et je pense qu'on peut aller gratter en termes budgétaires de l'argent. On est d'accord ensemble là-dessus. On s'aperçoit que les retraités ont un abattement de 10%, comme ceux qui travaillent aujourd'hui sur l'impôt sur le revenu. Je veux dire, ce qui est un non-sens. On supprimerait ces 10% d'abattement pour les plus gros retraités. Ça ne touche pas les petits qui, la plupart du temps, ne payent pas d'impôts. On peut faire 5 milliards d'euros d'économies. Il y a encore d'autres pistes, alors, sur les retraités. Mais bien évidemment. Vous avez déposé un amendement là-dessus? Oui, j'en discutais avec Mme Ward. On est assez d'accord là-dessus à droite, oui.
Christine Lavarde, pour rester sur la mesure qui a été annoncée par Laurent Wauquiez, ça a été présenté comme une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Parce que finalement, sur le long terme, la plupart des retraités vont être plutôt perdants. Ça réduit la base des revalorisations annuelles suivantes. Exactement. Si on voit un peu plus loin que le 1er janvier 2025, en fait, c'est une mauvaise nouvelle pour les retraités et c'est une bonne nouvelle pour le budget de l'État, puisque les revalorisations successives s'appuieront sur le montant fixé à plus 0,9 au lieu de s'appuyer sur un montant qui aurait été mis à plus 1,8 au mois de juillet. Donc en fait, dans les revalorisations de 2026, 2027 et suivantes, on partira d'un montant qui est plus bas, auquel on appliquera la revalorisation dite automatique au regard de l'inflation. Donc finalement, pour avoir voulu faire un geste dès le 1er janvier, on vient diminuer le pouvoir d'achat dans la durée. Alors après, on peut poser la question de, effectivement, est-ce qu'il est juste de continuer à leur revaloriser toujours à hauteur de l'inflation l'ensemble des retraites, alors même que les travaux du corps et que tout un tas d'autres travaux montrent que les retraités français sont les mieux lotis de l'Union européenne, que le pouvoir d'achat des retraités n'a jamais été aussi élevé par rapport au pouvoir d'achat des actifs, et que aujourd'hui les actifs qui financent ce système de retraite, il faudra aller plus loin pour vous, n'auront presque pas de retraite plus tard, et qu'on va avoir un taux de remplacement beaucoup plus bas, pardon. Donc aujourd'hui, la question des retraites, du système de retraite est à poser, et moi je pense avec un certain nombre de collègues de mon groupe qu'il est urgent de repenser notre système de financement et qu'il est temps de venir mettre de la capitalisation pour ceux qui peuvent, parce que sinon, demain, les pensions de retraite seront très faibles. Alexandre Bouizière, pas sur la capitalisation, mais déjà sur ce qui semble être acté, et notamment cette différenciation qu'il y a quand même entre la plupart des retraités et les retraités les plus modestes. C'était plutôt quelque chose que demande votre groupe, que les mieux lotis soient moins bien traités que les plus mal lotis. Non, mais d'abord, ce qui semble être acté. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même le président du groupe qui est arrivé dernier aux élections, qui est venu à la télévision aux 20h de TF1, dire qu'il avait trouvé un compromis avec le Premier ministre, les membres de sa coalition à l'Assemblée qui le lendemain hurlaient en disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était en train de se passer. Au Sénat, jusqu'à très récemment... Il n'était pas trop au courant non plus, paraît-il. Pas trop au courant. Jusqu'à très récemment, visiblement, au Sénat, c'était pas la même proposition que la proposition Wauquiez qui était sur la table. Donc déjà, moi, je sais pas si ça existe, en fait, ce que dit Laurent Wauquiez. Si ça existe, prenons l'idée que ça existe, en fait. À partir du principe que ça existe. À partir du principe que ça existe. Mais ça pose quand même un problème de légitimité démocratique et de la manière dont se construit la discussion politique dans ce pays. Deuxième sujet, en effet, sur le fond, nous, c'est ce qu'on demandait. Si vous voulez, nous, ce qu'on demandait, c'est quelque chose quand même d'assez clair, de dire, en effet, on met pas à contribution les retraités, et notamment les plus petits retraités. Donc, le fait que les plus petites retraites soient épargnées, on trouve ça très bien, et ce que vous dites... On portait la même chose. Comment ? On portait la même chose. Voilà. Oui, on portait tous la même chose. Oui. Donc, on trouve ça très bien. En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Laurent Wauquiez dit qu'il finance ça. Parce que c'est un sujet aussi, le financement. On est des gens sérieux. Et là, on est dans la blague. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, il dit, on va prendre deux petites institutions que les gens connaissent pas forcément bien, qui s'appellent France Stratégie et le Haut Commissariat au Plan, qui sont des administrations où il y a peut-être moins de 100 personnes de chaque côté, hein. On est d'accord? Quelque chose comme ça. On va les fusionner, et ça rapporte 1 milliard d'euros. Ça, c'est une blague. Ça n'existe pas. Donc, en fait, à un moment, nous, on est conséquents. Nous, on a une stratégie. Je finis juste là-dessus. On a une stratégie économique. On dit quoi? On dit que on n'est pas d'accord avec le fait d'aller taper dans les services publics pour financer de ça, parce que ça détruit de la croissance, parce qu'on analyse de la situation du pays qui fait que on considère qu'il y a des besoins sociaux qui sont pas couverts. Donc on dit il faut des impôts sur les plus riches. Laurent Wauquiez, là, il a dit voilà, je vous propose quelque chose sur les retraités, parce qu'en effet, la droite sans les retraités, on sait pas très bien où ils en seraient aujourd'hui, mais il n'y a pas de solution en fait derrière. Enfin, peut-être que j'ai mal compris, vous pouvez m'expliquer, mais il n'y a pas de solution politique sur le financement de ce que propose Laurent Wauquiez, si ce n'est cette bidouille sur ces organismes. Franchement, c'est pas du tout à la hauteur du sujet. Sur la manière de faire, on a parlé du fond, sur la manière de faire, ça a fait grincer des dents. Dans le socle commun, la forme de l'annonce, l'impression que c'est ce patron de groupe qui est arrivé effectivement assez loin dans les dernières élections, potentiel candidat en 2027, c'est un peu problématique quand même. Bon, enfin, tout ça est anecdotique. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un coup politique. Que M. Wauquiez veuille faire un coup politique parce qu'il a du mal. Mais c'est pas l'exécutif d'annoncer ce genre de mesures. Mais bien sûr que si. Ils se sont fait brûler la politesse. Il y a d'autres manières de faire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que un certain nombre de retraités peuvent faire un effort.
plus les plus gros retraités. On peut accorder les violons dans le socle commun entre le gouvernement, les différentes tendances, non? Mais je pense qu'il va y avoir une discussion très intéressante au Sénat. Elle ne l'a pas été à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est nous qui en discutons. Je voudrais revenir aussi sur un sujet de la capitalisation. Oui. Parce que, je veux dire, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Que la gauche s'y oppose totalement. Le résultat aujourd'hui, c'est que les fonds de pension canadiens, les fonds de pension américains, aujourd'hui, profitent de la retraite des Français. C'est-à-dire que nous payons, grâce à ces fonds de pension américains et canadiens, les retraites des Américains et des Canadiens. Alors que si on avait pu pas tout mettre sur la capitalisation, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, mais on aurait pris une part dans les retraites de capitalisation, eh bien aujourd'hui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je vous rappelle que dans le déficit des 800 milliards de la période de Macron, on a plus de 40% des 840 milliards qui sont dus à la retraite. Chaque année, aujourd'hui, c'est 55 milliards d'euros de déficit sur les retraites. Et ça va prendre 10 milliards d'euros dans 3 ans et encore 10 milliards d'euros dans 6 ans. Vous voulez répondre? Oui, parce que vous m'avez interdit de parler de capitalisation il y a un instant. Non, mais je vous autorise maintenant. C'est autorisé, très bien. Non, juste pour dire un mot, en fait, vous pouvez pas avoir tous les arguments en même temps. Vous pouvez pas dire les retraités français sont les plus riches d'Europe, il y a un problème, il y a pas de problème pour eux, et en même temps dire il y a besoin de la capitalisation parce que sinon il y aura pas de retraite. En fait, il faut choisir l'argument. On parle du présent et du futur. Il faut choisir l'argument. Et d'autant, on parle des retraités qui sont les plus. Et par ailleurs, je rappelle quand même qu'en France, il y a une petite partie de l'épargne réglementée qui est gérée. Enfin, si l'idée c'est de dire en France on n'a pas de moyens de se financer, on a quand même la Caisse des dépôts qui gère une quantité énorme d'épargne réglementée, qui n'est pas un fonds de pension au sens américain et anglo-saxon du terme, mais qui quand même est de l'épargne mobilisable et sur lequel on peut avoir des priorités, etc., etc. Donc franchement, je vois pas très bien quel est le sujet sur cette question-là, et je vois pas très bien ce que on aurait à y gagner. Ça fait 30 ans que la gauche refuse ce sujet. Regardez où on en est aujourd'hui, dans un déficit épouvantable et qui n'est plus supportable. Tous les pays du monde qui ont une natalité qui baisse sont en train aujourd'hui de revoir l'âge de la retraite. Tous, sauf le seul pays au monde qui débat pour abaisser l'âge de la retraite, c'est nous. On est fous. Mais le sujet, c'est capitalisation ou âge de la retraite. En fait, on est vraiment on est dans un truc très impressionniste dans ce que vous dites. C'est un ensemble. C'est un ensemble. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. C'est pas une histoire de riches ou de pauvres. Mais encore une fois, c'est une histoire d'équilibre du régime des retraites. J'appartiens à une famille politique. On a fait la réforme Touraine. Ce qu'on a dit sur cette réforme des retraites-là, sur celle-là, c'est que l'âge légal joué sur cette variable-là était injuste vis-à-vis de ceux qui avaient commencé à travailler tôt. Et vous le savez très bien. Le sujet, c'est la répartition de notre effort collectif aussi. Et pourtant, vous demandez quand même l'abaissement de l'âge. Non, ce qu'on demande, c'est que on demande en effet sur la question de l'âge légal, on demande que ce soit rétabli. Mais en revanche, vous voyez bien que sur la question du nombre d'annuités, nous on a fait des propositions et on a avancé. Donc c'est juste qu'on n'est pas pas sur le paramètre. Voilà. Il y a de quoi vous allez chercher un nouveau débat sur la réforme des retraites. C'est le débat. Une toute dernière question, parce qu'il y a quand même une autre mesure sur laquelle on a l'impression que le Sénat veut avancer, sur laquelle le gouvernement pourrait aussi faire un compromis, c'est céder sur le fait de moins baisser que prévu les exonérations de charges prévues pour les petits salaires, du côté des charges patronales. Est-ce que là-dessus, Christine Lavarde, il peut y avoir effectivement un accord? Alors là, c'est une question qui est plus regardée par la Commission des Affaires sociales que par la Commission des Finances. C'est sur le budget de la Sécurité sociale. Donc voilà, je vais pas regarder dans le détail, mais de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait quand même eu un détournement du rapport des deux économistes qui sont cités toujours comme étant à l'origine le rapport Bozio-Westmer de la mesure. Qu'un certain nombre d'entreprises nous disent qu'en fait c'était une fausse bonne idée et que ça pourrait avoir des conséquences beaucoup plus délétères sur le destruction d'emploi, sur le marché de l'emploi, et que donc finalement ça pourrait entraîner plus de coûts que le gain escompté en termes de retrait de recettes fiscales. Donc là, je vais laisser ceux qui sont plus experts du marché du travail faire évoluer le dispositif, mais effectivement, il y a très peu de chances que la copie déposée soit la copie qui sort du Sénat. Voilà, je ne suis pas un expert du sujet, mais en tout cas, moi, je suis partisan, je dirais, d'une augmentation des charges sur, je dirais, les très bas salaires, sur le SMIC, jusqu'à peut-être 1,3, 1,4, et une baisse des charges patronales sur les salaires qui suivent derrière. Et là, ça nous permet de dégager, là aussi, je dirais, de l'argent et surtout de favoriser en pouvoir d'achat
ceux qui touchent le SMIC. Un dernier mot là-dessus, Alexandre Wizy, alors que on a entendu de nombreux patrons qui alertent face au risque de faillite. Si le dispositif était conservé tel qu'il a été présenté par le gouvernement? Non, mais ce qu'on sait, pour qu'il y ait des principes simples, c'est que les exonérations de cotisation au voisinage du SMIC, donc de 1 à 1,6 SMIC, elles protègent l'emploi. Ça, tout le monde le dit aujourd'hui. La question, c'est ce qu'on fait après. Quel emploi? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Ce qu'on fait après, c'est-à-dire à 2, à 3, jusqu'à 3,5 SMIC. Moi, quand je vois l'état de notre industrie, de notre appareil industriel, je me dis que ces exonérations de cotisation, aujourd'hui, elles seraient mieux utilisées dans des politiques de filière, où on va regarder, où on va construire des choses, parce que la logique de la pure politique d'attractivité, ce qu'a été le macronisme industriel, on en voit la limite aujourd'hui avec des boîtes qui tombent de partout, parce qu'il n'y a pas de pilotage industriel dans ce pays. Donc moi, je suis pour que on reprenne, c'est un choix stratégique, qu'on reprenne cette partie de cotisation et qu'on la mobilise pour faire de la politique industrielle. Quand on dit simplement que les boîtes tombent de partout, c'est la vérité. Non, mais c'est faux. Ah non. Non, il y a eu l'effet, si vous voulez, de la Covid et des aides. Quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez les chiffres des 2 dernières années, il y a eu une baisse incroyable. Aujourd'hui, tous ceux qui ont été tenus par des subventions tombent maintenant. C'est pour ça qu'il y en a plus. Notre économie ne va pas moins bien. C'est faux de dire ça. C'est la gauche qui veut le laisser penser. Non, je sais pas que je veux le laisser penser, c'est... Est-ce qu'il y a un problème dans le secteur automobile? Oui, structurel. D'accord? Donc, ce qui est en train de se passer chez les sous-traitants automobiles, dans le secteur automobile, c'est pas une histoire de PGE, etc. C'est une histoire structurelle. Est-ce qu'il y a un problème dans la chimie? Oui, il y a un problème dans la chimie. Donc, ne pas faire comme s'il n'y avait pas de sujet structurel et que c'était juste une affaire de retard par rapport au PGE, c'est pas vrai. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat très animé.